Bienvenue dans votre émission Jeune Up. 70% de la population estudiantine du Sénégal sont au niveau des universités publiques, ce qui équivaut à plus de 149 000 étudiants. Les 30% sont au niveau des établissements supérieurs privés, ce qui équivaut à plus de 30 000 étudiants, selon le dernier rapport de l'UNESCO. À ce jour, le Sénégal compte 7 universités, dont l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, l'université Iba Der Thiam de Thiès, l'université Assane Seck de Ziguinchor, l'université Alioune Diop de Bambey, l'université El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack et une université virtuelle. Il s'agit de l'université Cheikh Hamidou Kane. Le Sénégal compte 5 écoles d'ingénieurs, dont 4 sont affiliées à des universités et une école autonome. Il s'agit de l'école polytechnique de Thiès. Le Sénégal compte toujours, selon le rapport de l'UNESCO, 6 instituts supérieurs d'enseignement professionnel, les ISEP, dont 5 sont déjà opérationnels et une en construction. Qui parle des universités parle de la jeunesse. Qui parle de la jeunesse parle naturellement de l'avenir de toute une nation. Qui parle de l'avenir d'une nation parle de formation, et qui parle de formation parle d'emploi. C'est pourquoi aujourd'hui votre émission Jeune Up a décidé de vous plonger dans le monde des universités du Sénégal pour vous faire vivre les défis passionnants auxquels elles font face en termes de formation, en termes de préparation. Pour ce sujet, nous avons l'immense honneur et le plaisir de recevoir M. Mohamed Dia, un étudiant chercheur à l'UFR Sciences de l'ingénieur de l'Université Iba Der Thiam de Thiès et un conférencier émérite. M. Mohamed Dia, bonsoir. Bonsoir, M. Kab. Très honoré aujourd'hui d'être l'invité de Jeune Up. Et merci beaucoup pour cette brillante et brève introduction qui me permettra d'avoir des points d'appui pour le sujet et pour la discussion. Bienvenue, M. Mohamed Dia. Donc, pour ma première question, xam naa ne émission bi dañ koy def ci wolof ak français. Donc, nan nga jàngatee les formations qui sont délivrées au niveau de nos universités? Rebonsoir, maa ngi nuyu tous et toutes les auditeurs et auditrices de Dabakh FM, sans oublier aussi les téléspectateurs et téléspectatrices. Donc, comme nous m'avons dit en guise d'introduction, je suis contentement trop d'avoir rallié Thiès pour venir ici au niveau du Tivaouane, d'avoir été choisi aussi comme étant un invité pour traiter le sujet université entre défis de formation et perspectives d'emploi. Et dans votre introduction, qui m'a beaucoup servi, et dont je n'avais pas des chiffres exacts, vous m'avez permis de comprendre beaucoup de choses. Et ça va être pour moi un tremplin pour arriver dans le vif du sujet. Les universités du Sénégal, nous en comptons plusieurs, effectivement. Et donc, quand on parle d'université, je crois que c'est plus ou moins la dernière étape de l'écolier, la dernière étape de l'étudiant pour embrasser éventuellement le monde du professionnel. Et nos universités ont été créées dans des contextes aussi particuliers. Là aussi, il faut le rappeler. Parce que quand on fait un peu la genèse des universités du Sénégal, en se rabattant même sur la première université du Sénégal, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui était l'université de Dakar à l'époque, et dont il n'y avait que des professeurs qui nous venaient de l'étranger. Donc, ce qui veut dire que nos universités, comme à l'époque du colon, ont été conçues pour répondre aux exigences et ont été conçues pour répondre à l'attente de l'Occident. Maintenant, entre-temps, le Sénégal a grandi. Entre-temps, la jeunesse est devenue consciente. Entre-temps, la configuration socio-économique a changé. Donc, les formations qui sont distribuées au niveau des universités doivent être en parfaite acquaintance ou bien doivent avoir des rapports avec le monde socio-économique. C'est-à-dire doit s'adapter dans le contexte économique, dans le contexte actuel. En donnant des chiffres, vous avez parlé de 7 universités, dont 5 qui sont publiques, à savoir l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, l'université Iba Der Thiam de Thiès, l'université Alioune Diop de Bambey et l'université Assane Seck de Ziguinchor. Et vous avez aussi parlé des instituts de formation supérieure, les ISEP. Les ISEP. Maintenant,
quand on fait, en se rabattant aux chiffres que vous avez donnés, on a constaté que les universités publiques sont plus nombreuses que les universités de formation. Effectivement. Et les universités publiques que nous avons, les formations qu'elles délivrent, autant pour moi, ce sont des formations généralisées. Je donne un exemple patent de moi-même. Après avoir décroché mon baccalauréat, j'ai été orienté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la faculté des sciences et techniques, au département de mathématiques. Et là, après 5 ans d'études, j'étais obligé de faire un concours pour intégrer une école d'ingénieur. Chose que l'État aurait pu aider à m'éviter. Parce que juste après le baccalauréat, si vous m'aviez orienté dans un institut universitaire de technologie, après 2 ans, je pourrais être directement opérationnel. Après les 2 ans aussi, j'aurais la latitude de faire un concours et d'entrer encore dans d'autres écoles. Effectivement. À l'instar de l'IEFR des sciences de l'ingénierie. Effectivement. Mais malencontreusement, l'État n'encadre pas sur ce point. Donc, après avoir obtenu le baccalauréat, je crois que l'État devrait aider à orienter. Mais au-delà d'orienter aussi, l'État doit voir comment les formations qui sont généralisées dans les universités puissent vaciller vers le professionnel. C'est ça ce dont nous avons besoin. Mais aussi d'en faire des mesures d'accompagnement. Parce que après que d'énormes critiques ont témoigné dans ce sens, ou bien ont témoigné dans ce sens, alors l'État a décidé de faire des réformes. C'est l'avènement de la création des USEP, c'est l'avènement de la création de l'Université virtuelle du Sénégal. Et les formations que les étudiants reçoivent dans ces instituts, les formations que les étudiants reçoivent dans cette école, ce sont des formations qui ont une parfaite collaboration avec le monde du professionnel. Comme par exemple, les ISEP de Thiès font comme par exemple de l'agriculture, de l'élevage et des métiers du rail. Mais le problème en est qu'il y a un problème d'accompagnement. D'accord. Il y a un problème d'accompagnement. Les universités virtuelles du Sénégal, je peux vous dire que s'il y avait 10 000 étudiants qui étaient orientés dans les UVS depuis l'avènement Mary Teuw Niane, il ne reste plus même que 2 000 étudiants dans ces UVS. Parce que ces étudiants ont fini par se perdre dans cette virtualité. On finit même se perdre dans cette virtualité. Au début, l'idée était bonne, l'idée était géniale, mais le problème c'était la terminologie qui devrait être édifiante et qui n'en est pas. Donc l'État devrait accompagner dans ce sens. Et quand je parle d'accompagnement, la chose elle est simple. Les étudiants qui sont dans les universités scientifiques, qui font des formations en rapport avec le professionnalisme, ces étudiants doivent être accompagnés à telle enseigne qu'ils ne perdront plus jamais plus de temps dans les amphithéâtres à faire des cours théoriques à n'en plus finir. Ce que j'ai toujours dit, et je l'ai toujours dit dans beaucoup de plateaux, que le Sénégal doit arriver au-delà du système LMD, d'instaurer ce qu'on appelle des études par intermittence. C'est-à-dire permettre à l'étudiant de faire des cours de théorie et de faire aussi des cours de pratique. D'accord. Donc aujourd'hui, si vous parlez par exemple de l'université Iba Der Thiam de Thiès, si vous me parlez de l'Institut universitaire de technologie, et que les amicales d'étudiants sont en train de courir derrière des laboratoires, là il y a un problème. Tout un problème. Il y a un problème parce que vous me parlez d'université à vocation scientifique, c'est ce que vous vendez aux yeux des populations, c'est ce que vous vendez aux yeux du continent, c'est ce que vous vendez aux yeux du monde entier, une université à vocation scientifique, alors que les étudiants destinés à devenir des scientifiques sont en train de courir depuis des années derrière des laboratoires. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas demander à des étudiants de devenir des experts dans des domaines et que vous ne les formez pas assez suffisamment. Donc, vous appuyez sur les mesures d'accompagnement que l'État doit mettre en place pour encadrer ce système-là. Exactement, c'est inévitable. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Kabougué, c'est parce qu'il y a un K et un A qui fait que vous êtes un Kabougué au minimum. Donc, quand on parle aujourd'hui d'université à vocation scientifique et que l'aspect scientifique a un problème, donc là, je crois qu'il y a tout un tas de problèmes. Effectivement. Je vous dis une chose. Aujourd'hui, dans les appellations, même dans les appellations, quand on dit l'Institut universitaire de technologie, oui. l'UFR des sciences de l'ingénierie, l'UFR des sciences et technologie. Donc, vous comprendrez avec moi que tous ces cycles ont des terminologies édifiantes. La terminologie édifiante pour votre cas, c'est la technologie. Pour notre cas, sciences de l'ingénierie, c'est de l'ingénierie. Pour l'autre côté de l'UFR 7, c'est encore la technologie. Donc aujourd'hui, si vous voulez dire que je forme ces étudiants dans ce domaine et que vous ne mettez pas en exergue la matière idoine capable de mettre l'étudiant dans les meilleures conditions, donc là, vous mordez à l'hameçon. Donc aujourd'hui, je lance un appel sur ce point, un appel solennel aux autorités de revenir encore et de réfléchir sur comment accompagner les étudiants le plus rapidement possible. Parce que je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mes propos, le scientifique, c'est quelqu'un qui alterne études et pratiques, plus même de pratique
que d'études dans les amphithéâtres. À l'extérieur, on parle de 20% de théorie et 80% de pratique, ce qui n'a pas été toujours réalisé ici au Sénégal. Merci beaucoup de m'avoir aidé à faire une petite transition. Effectivement. Je crois que vous me suivez très bien. J'étais même en train de venir dans ce sens. En parlant de l'extérieur, moi, je viens d'abord poser la question de l'immigration. Parce que c'est un sujet qui est là. C'est un sujet qui fait la une du quotidien. On parle d'immigration. Et beaucoup mettent en avant le facteur pauvreté, le facteur économique, comme la seule cause de l'immigration. Sans oublier que notre matière grise est en train de voyager. La fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux, exactement. Nos étudiants sont en train de transiter de l'autre côté. Nos étudiants sont en train d'immigrer parce que notre système éducatif ne donne pas assez que ce qu'il a promis. On nous a vendu un Eldorado. Avant de s'inscrire sur la plateforme Campusen, nos parents pensent que c'est un Eldorado qui nous attend au niveau des universités. Alors que j'ai l'habitude de le dire, cet Eldorado n'est que illusoire. Les mesures d'accompagnement ne sont pas accompagnées, vous m'excusez du pléonasme, jusqu'au bout. Donc l'étudiant aujourd'hui, qui voit qu'il a étudié avec un certain Kabougué 2 ans, 3 ans, Kabou quitte, part en France, part aux États-Unis, part au Canada, faire 3 ans et revenir avec une expérience extraordinaire. Cet étudiant va se dire, moi aussi, je vais m'inscrire dans cette même logique. Naturellement. Je vais m'inscrire sur ces mêmes rails. Et l'autre aspect, tout à l'heure, je parlais d'encadrement au niveau local. Même cet encadrement aussi doit être prolongé à l'extérieur. Je m'explique. Les étudiants que nous formons aujourd'hui, la plateforme Campusen n'est pas dupe. La plateforme Campusen, avant de t'accepter, il accepte les meilleurs en résultat. Une fois que ces derniers voyagent aussi, il préfère retenir les meilleurs qui sont là-bas. Donc, ce qui veut dire que cette fuite de cerveau, que vous étiez en train de dire, ceux qui sont destinés à former l'élitisme intellectuel de demain, sont en train de voyager et de rester. Donc, nous, le potentiel, la matière grise, qui devrait conduire le pays dans les rails de l'émergence, risque de se concentrer. Vous avez touché un point qui est important. Vous avez touché un point qui est très essentiel. C'est par rapport à l'orientation. Quand donc les étudiants ou bien les élèves ont décroché leur baccalauréat, il y a ce système de tamisage là. Voilà, au niveau donc de la plateforme Campusen. Et beaucoup de rêves sont brisés. Parfois, il y a des gens qui veulent faire de la médecine, mais une fois les orientations sorties, on les oriente donc au niveau peut-être faire de la chimie ou bien de la physique. Qu'est-ce que vous proposez allant dans ce sens-là? Allant dans ce sens, je crois que, comme je l'ai toujours dit, c'est un problème de genèse. C'est un problème de paradigme. C'est un problème de paradigme, c'est un problème de base. Déjà, nous vieillissons dans le système éducatif. Vous êtes obligé de faire 6 ans à l'école primaire, où on nous apprend les histoires de Chiang Kai-shek et de Mao Zedong. On est obligé aussi de lire des leçons, de lire des livres où on nous parle de Gongaï est un homme gros et gras, dont ça va partir de loin qui nous fait peur. Après les 6 ans à l'école primaire, on est obligé de partir au CM. On nous apprend aussi des leçons de géographie et d'histoire, qui nous amènent beaucoup d'histoire. À la géographie aussi, on nous apprend aussi la révolution industrielle, qui est le passage de l'économie rudimentaire à une économie moderne. Alors que l'économie elle-même, elle est passée du rudimentaire au moderne. Et nous, nous refusons de passer du rudimentaire au moderne. Tout simplement. On nous punit dans les classes si on ne parvient pas à parcariser. Alors que l'étudiant ou bien l'élève doit préparer à la base à tel enseigne que, avant qu'il ne pose même ses pieds en classe de terminale, qui est le premier pas à l'université, l'élève, l'administration doit déceler ses compétences. S'il est apte à devenir un littéraire, on l'oriente dans ce sens. S'il est apte à devenir un agronome, on l'oriente dans ce sens. S'il est apte à devenir un ingénieur, on l'oriente dans les matières qui feront de lui un ingénieur. Donc vous êtes pour la détection des talents au niveau La détection des talents, la détection des capacités. Des différentes intelligences. Des différentes intelligences, de les former dans ce sens, pour que demain ou après-demain, que les gens ne perdent pas de temps. Tout le temps que nous perdons à l'école primaire, pour l'initiation, tout le temps que nous perdons au collège et au lycée. Si je dis bien, si vous aviez très tôt orienté l'enfant dans ces métiers de l'avenir, avant même d'arriver en terminale, il sera directement opérationnel. Effectivement. Mais là, on est obligé d'aller jusqu'en master, jusqu'en doctorat, alors qu'en réalité, on n'a absolument rien du tout du point de vue pratique dans notre tête. Que de la théorie, que de belles phrases, que de belles introductions, que de belles conclusions. Alors que la politique de l'État, de façon décentralisée, devrait aller dans ce sens pour encadrer les gosses le plus rapidement possible pour que demain ou après-demain, le gosse n'aurait pas un problème de choix. La dernière fois, en quittant Thiès pour aller à Dakar, j'ai partagé la même voiture avec un garçon. Il doit faire la terminale. Il doit refaire la terminale cette année. Je lui ai dit, après la terminale, qu'est-ce que vous décidez de faire? Il avait un problème pour me répondre. Et il n'est pas le seul dans ce cas de figure.
Moi-même, arrivé jusqu'en terminale, je ne savais pas ce que je devais faire. Il y a énormément d'élèves qui sont dans ce cas de figure. Je ne savais pas ce que je devais faire. Il y a beaucoup d'arrivistes au niveau de l'université. C'est-à-dire, c'est à partir de l'université que vous planifiez. Ça veut dire que vous, en réalité, vous n'avez pas planifié. C'est la vie qui a planifié pour vous. La responsabilité est du côté de l'État. C'est elle qui devrait faire des politiques de décentralisation. C'est elle qui devrait faire. Aujourd'hui, les gens qui font coaching, développement personnel, entrepreneuriat. Moi, j'avais un projet qui aille dans ce sens. Maintenant, au lieu de cibler les universités, mais je cible les écoles primaires. Parce que le développement personnel, l'enfant en a besoin. C'est-à-dire que le gars qui est déjà à l'université, c'est une carcasse déjà. C'est une carcasse déjà. ci wolof njaay dañuy faral di léebal nañu gis nga xale ba muy doon xale nga ko mën a yar boo bàyyee ba mu doon mag nga bëgg ko yar problème lay doon maanaam banta ba muy tooy ci nga ko mën a jubbanti bu banta bi xasee ba wow boo ko bëggee jubbanti day damm donc loolu nag liñ fay bëgg expliquer te bu damee musiba am du loolu lañ ci bëggoon léegi nag loolu liñ ci expliquer mooy tey bu état teeloon a dem au niveau de la base teel a orienté te su ma nee état aussi moi je me mets dedans parce que état c'est un tout tas c'est un tas de système ñu teel a dem à la base développer psychologiquement ces enfants, leur faire comprendre que si vous avez des aptitudes bien en mathématiques, c'est ça que vous pouvez devenir dans vos études. Donc, si vous êtes bien dans vos langues, c'est ça que vous pouvez devenir dans vos études. Donc, pour vous, pour régler ce problème-là, au niveau de nos universités, il faut aller à la base. C'est-à-dire, il faut d'abord préparer ces élèves-là pour que vous puissiez les aider une fois à l'université, qu'ils puissent détecter leur passion et continuer là-bas tranquillement leurs études. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, je l'ai dit et je l'ai répété. Tout à l'heure, quand on parlait de l'étranger, on parlait de fuite de cerveau. Même là aussi, dans le pays aussi, on peut parler de fuite de cerveau. Parce que c'est depuis l'école primaire que certains se perdent. Effectivement, ça c'est vrai. L'expression l'université des Soulundaran. Pourquoi les gens le disent? Parce que vous voyez un copain qui était bien au lycée, qui était bien au CM, arrivé à l'université 1 an, 2 ans, il cartouche. Parce que tout simplement, quand il était au lycée, quand il était au CM, il avait un talent. Le talent allait avec le système qu'on lui proposait. Arrivé jusqu'à l'université, c'est une nouvelle configuration. Arrivé jusqu'à l'université, c'est en fait c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Donc, s'il n'a pas développé certaines aptitudes en amont pour faire face à ce genre d'éventualités, il risque de se perdre. Et c'est ça qui arrive à beaucoup d'étudiants qui sont dans les universités. Ils étaient meilleurs dans les lycées, dans les CM. Arrivés à l'université, ils ne voient absolument rien du tout. Ils sont dépaysés. Ils sont absolument dépaysés. Donc, le problème en est que c'est que l'étudiant n'est pas mauvais. Il est bien, mais il est bien de façon proportionnelle. Il est bien de façon catégorisée. C'est-à-dire qu'il avait un domaine de prédilection sur lequel il était tranquille. Donc, aujourd'hui, si vous le mettez dans un nouveau monde et que vous ne lui donnez pas les aptitudes, les ingrédients nécessaires pour qu'il s'adapte, l'étudiant risque de se perdre. Ou bien, avant qu'il s'adapte, il risque de perdre trop de temps. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est un travail à la base pour permettre de dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, détecter les compétences, détecter leur particularité, et maintenant, voilà, leur passion, et de leur former dans ce sens, pour que demain ou après-demain, qu'ils puissent être à l'aise et maintenant servir. C'est la politique même qui se fait à l'extérieur. Là-bas, à l'Occident, c'est comme ça. L'enfant, dès le bas âge, on essaie de détecter ses talents, et une fois détecté, on lui propose une formation qui va dans ce sens-là. Il y a même des formations qui sont faites pour récupérer l'enfant. Je donne un exemple. Quand l'enfant a un penchant pour le football, on lui propose une école de football où il pourra aussi apprendre, tout simplement, des métiers et aussi apprendre l'éducation de manière générale. Tout à fait. Moi, ce qui m'étonne avec notre pays, vous m'excusez, je ne suis pas un nihiliste, c'est que quand il s'agit de copier, on copie. Mais quand il s'agit de copier de bonnes choses, là, ils ont carrément sur la pédale de frein. Effectivement. Ils ne bougent pas quand il s'agit de copier de belles choses. Le système LMD, l'Occident nous l'a imposé. On n'avait pas le système LMD, mais c'est pour assurer la mobilité de l'étudiant que le système LMD a été imposé ici. Nous l'avons adopté dans les années 2011-2012. Et d'ailleurs, c'est ce système LMD qui permet à l'étudiant de transiter du Sénégal à l'Occident pour aller étudier là-bas. Maintenant, c'est ce même Occident qui nous a imposé ce système LMD et que lui-même, pour protéger sa matière grise, pour protéger sa jeunesse, les a mis dans des conditions à telle enseigne que l'étudiant qui est à l'Occident puisse étudier par intermittence. Moins de temps dans les amphithéâtres, plus de temps dans la technologie pour que demain ou après-demain, qu'il puisse faire face aux défis du 21e siècle. Mais malencontreusement, chez nous, nous avons copié le système LMD dans toutes ses formes théoriques, mais sur la forme pratique, je crois que les mesures d'accompagnement
qui devriez être en appoint pour aider les étudiants à se cultiver du point de vue expérience, pêchent encore et encore. C'est ce qui justifie exactement ce que vous avez dit tout à l'heure, les fuites de cerveau. Je donne un exemple aujourd'hui. Pour les fuites de cerveau encore, je crois que on en a discuté la dernière fois. Quand je vous disais que quand un étudiant sénégalais quitte le Sénégal pour partir en France pour étudier la neige, ce qui est sûr et certain, il ne reviendra pas. Parce qu'on ne peut pas aller à l'Occident étudier de la neige et revenir au Sénégal, à moins que moi je dors, à moins que moi j'appartiens à l'Antiquité. J'en suis pertinemment convaincu qu'il n'y a pas de neige ici au Sénégal. Donc là, si vous avez des gosses très intelligents qui partent en France pour étudier de la neige, pour étudier de la ski, c'est sûr et certain qu'ils ne reviendront plus jamais. Effectivement. Et ce pays a besoin de cette matière grise. Ce pays a besoin de cet élitisme pour prendre la relève de demain. Mais où se trouve le problème? Parce que nous avons vu le système occidental, comme vous l'avez dit tantôt, nous avons copié, mais nous n'avons pas copié ce qui est essentiel, ce qui est important pour nous. On voit les voies de solution, les perspectives d'avenir pour l'université sénégalaise, mais est-ce que l'État refuse? Moi, à un moment donné, c'est la belle expression même que j'utilisais, c'est qu'il refuse. Parce que moi, je me dis que les moyens sont là. L'expertise, elle est là. C'est-à-dire qu'avec le monde de la nouvelle technologie, de l'information et de la communication, tout ce qui se passe en Europe et qui peuvent être copiés au Sénégal ou bien dans un autre pays pour mettre ces étudiants dans de bonnes conditions, les gens le savent. Le problème, c'est un problème de volonté. Le problème, c'est comme s'ils ne veulent pas que la jeunesse découvre l'autre côté de l'iceberg. C'est-à-dire les moyens sont là. Les moyens sont là. Ils peuvent aller à l'Occident, utiliser les mêmes matériaux que l'on utilise dans ces laboratoires. Et certaines universités du Sénégal l'ont déjà commencé. Mais le problème en est qu'ils ne l'ont pas propagé dans toutes les universités du Sénégal. C'est-à-dire, sur le boom démographique, il y a énormément d'étudiants. Donc aussi, du point de vue accompagnement, vous devriez mettre de façon proportionnelle des mesures d'accompagnement qui pourraient contenir beaucoup d'étudiants. Imagine, on vous dit à l'université Badr Diab de Thiès, les étudiants qui sont en sciences et technologies, qui font des TP de chimie, sont obligés d'aller dans les laboratoires de l'école polytechnique de Thiès. Mais c'est une pure honte. C'est une honte. Imaginez ceux qui sont à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Moi qui ai fait mathématiques et physique, dans mes matières physiques, je devais faire des tests au laboratoire. Effectivement. Je dois faire des travaux pratiques. Pendant toutes mes 5 années au niveau de l'université Anta Diop de Dakar, je ne suis entré en salle de TP que 2 fois. Ceux qui font chimie, ceux qui doivent faire des expériences, rentrent très rarement. Ce dont on nous bombarde, ce sont des formules d'Albert Einstein, des formules d'Al-Kashi, des intégrales de Riemann, on n'en peut plus finir. Vous partez à la faculté des lettres et des sciences humaines, on vous parle de Socrate, on vous parle de Nietzsche qui est déjà mort, on n'en peut plus finir. Quel paradoxe. Ici au Sénégal, tu vois un étudiant titulaire, un master en chimie, et n'est jamais allé fréquenter un laboratoire. N'est jamais allé fréquenter. Même ceux qui ont de la génie, du génie autant pour moi, et qui font des exploits extraordinaires. À l'instar de Jim Marlowe, que je félicite, de l'Institut universitaire de technologie, qui a mis en place un dispositif qui détecte le sommeil. Effectivement. Non seulement le ministère des Transports devrait le recevoir, mais le président de la République devrait recevoir ces genres de jeunes talents, de les aider, de les propulser. Parce que demain ou après-demain, au-delà de leur expertise, ces jeunes peuvent encore former des formés. Parce que je sais que Jim Marlowe, son talent ne se limite pas tout simplement à un dispositif capable de réveiller une personne. Hein. Je sais qu'il a du génie créateur. Et beaucoup d'autres jeunes sont là dans l'ombre. Je dis bien sont là dans l'ombre, qui ont du génie créateur, qui peuvent faire beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que nous avons des limites. Moi, aujourd'hui, même si on m'apprend de l'ingénierie, si on m'apprend comment faire de la chaussée, si je n'ai pas les moyens, je ne peux pas construire de la chaussée avec des moyens limités. Jim Marlowe, quel que soit son talent, quelle que soit son expertise, si vous ne lui mettez pas en valeur, c'est rien du tout, absolument. Raison pour laquelle je vais emprunter une citation de Albert Einstein, qui avait l'habitude de dire que le mental rationnel, le mental intuitif est un don sacré. Le mental rationnel est un fidèle serviteur. Nous avons créé un monde qui oublie le don et qui honore le serviteur. Donc, si un Jim Marlowe a ce talent, a ce don, a cette expertise, et que du point de vue rationnel, vous ne lui aidez pas à mettre en exercice, à mettre en œuvre son talent et son expertise, mais le monde du 21e siècle va oublier un certain Jim Marlowe. Effectivement. Parce qu'il est intelligent, mais en mesure d'accompagnement, il est limité. Donnons-nous un exemple. Aujourd'hui, moi je suis Mohamed Dia, je pèse moins lourd. Prenez un modulo ou un balagué. Vous me donnez un fusil, de l'arme. Lui, avec des mains vides, je bombarde modulo, je bombarde balagay. La seule différence entre lui et moi, il a plus de force. Mais quand je suis plus armé,
la force va vaciller de l'autre côté. Donc, pour peut-être mettre en exergue l'exemple que je viens de donner, si Jim Momarle est un talent, si Jim Momarle est exceptionnel, et que vous ne lui dotez pas de ces moyens capables de faire certains exploits, mais c'est absolument... Donc, il faut l'outiller, le former davantage et aussi l'encadrer, effectivement, pour que demain, son talent, son expertise puisse servir la nation dans son intégralité. Il a touché un problème du système éducatif sénégalais, du système universitaire, parce que ici, les talents ont tendance à ne plus pouvoir exercer, parce que le système ne les est pas possible. Tu prends l'exemple, tu as pris tantôt l'exemple donc de Einstein qui, au primaire, ses camarades Se moquaient de lui, se moquaient absolument. de lui, absolument. C'était son problème. Alors que lui, en son sein, il avait un génie créateur Tout à fait. qui lui permettait de faire des miracles. Tout Mais à le fait. système ne l'a pas compris. Mais les Occidentaux se sont inspirés de l'histoire de Einstein. C'est pourquoi aujourd'hui, ils encadrent, ils forment et ils outillent ces jeunes créateurs. Tout à fait. Tout à fait. En fait, ce que vous dites là, ça me rappelle ce qu'on appelle le casting, le coaching et le monitoring. Albert Einstein avait ce problème. Et pour même aller en profondeur dans cette histoire, son enseignant avait écrit à la mère d'Albert Einstein pour lui dire que votre enfant n'a pas les aptitudes, n'a pas les compétences de réussir à l'école. La maman a récupéré la note. Arrivé Albert Einstein tout petit, lui demande qu'est-ce qui est écrit sur la note. La maman lui rétorque en lui disant que votre enseignant a dit que tu es la meilleure. Tu es le plus intelligent. Donc, ça a permis à Albert Einstein de se découvrir, effectivement, de s'extérioriser. Imaginez-vous si c'était au Sénégal. On écrit à votre maman ou bien on écrit, c'est votre enseignant lui-même qui va vous décourager en premier. Donc, dans le cas d'Albert Einstein, au niveau de l'Occident, les gens ont réussi à faire ce qu'on appelle le casting. Ils l'ont choisi parmi tant. Maintenant, après le casting vient le coaching. Le coaching, vous lui mettez dans le bon rail le mot encadrement dont vous avez tout à l'heure utilisé. Dans un environnement propice qui lui permet de réveiller encore son intelligence, mais aussi qui lui permet d'acquérir le maximum de... Parce que l'environnement aussi va jouer. Maintenant, au-delà du coaching aussi, le monitoring. Le monitoring, c'est l'aider à pratiquer toutes ces expériences-là qui lui permettra d'être opérationnel demain ou après-demain dans le monde du travail. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement d'être intelligent. Je l'ai dit tout à l'heure, le mental intuitif, c'est un don sacré. Et le mental rationnel, c'est un fidèle serviteur. Le mental rationnel, la rationalité, c'est ce travail que nous avons fait dès le bas âge, au niveau de l'enfant, pour l'inculquer certaines valeurs qui lui permettra de faire face aux défis du monde entier. Donc, c'est son génie créateur-là que vous allez booster. Par exemple, aujourd'hui, quand vous dites que vous formez un jeune à l'ingénierie, à l'ingénierie, ce n'est pas ce que l'on apprend tout simplement à l'école, dans les amphithéâtres, que vous voyez tout simplement. Aujourd'hui, je peux venir, moi, en tant qu'ingénieur, vous me demandez au niveau de ce bâtiment, il y a des fissurations. Moi, je dois être apte, je dois être en mesure, avec mon génie créateur, de voir quelles sont les solutions à proposer. Parce que de toute façon, dans les amphithéâtres, on ne vous expose jamais un bâtiment en fissuration. Dans les laboratoires même, on ne vous expose pas des bâtiments en fissuration. Mais on vous apprend des méthodes de calcul qui vous permettra de voir, d'analyser, d'identifier un problème pour que demain ou après-demain, quand vous faites face à ce genre de problème, quelles sont les solutions que vous allez proposer par rapport à ça. Donc la différence, c'est ce génie créateur-là qui est au sein de tous les étudiants et c'est ce génie créateur-là qu'il faut susciter. Qu'il faut susciter, absolument. C'est ce génie créateur-là qu'il faut booster. C'est ce génie créateur-là qu'il faut faire parler. C'est ce génie créateur-là qu'il faut en fait booster chez les jeunes, chez l'étudiant, pour que demain ou après-demain, face à n'importe quel type de problème, face à n'importe quel type d'éventualité, qu'il puisse avoir cette capacité de résilience qui lui permettra de résoudre le problème et de façon pérenne. Ces conséquences sont allées même jusque dans le monde professionnel, parce que souvent les entreprises se plaignent des ressources humaines que les offrent les universités sénégalaises du point de vue de la formation, tout simplement. Ici au Sénégal, on mène une politique d'emploi et l'État y injecte des milliards. Mais cependant, l'État, on peut dire, a raté la base. La base, c'est la formation au sein des universités. La base, c'est au primaire, comme le dit M. Mohamed Dia. C'est en encadrant l'enfant, c'est en suscitant donc le talent de l'enfant et l'accompagner tout simplement. Coaching, monitoring, ce sont les trois termes qui ont été utilisés par Mohamed Dia et que l'État
ou bien le système universitaire sénégalais doit tout simplement adopter? Tout à l'heure, vous avez parlé de politique d'emploi. Et moi, souvent, j'ai l'habitude de dire que les politiques d'emploi au niveau du Sénégal sont des politiques d'emploi qui sont biaisées ou erronées. Ah bon? Je m'explique. Tout à l'heure, vous avez parlé d'entreprise et d'étudiants. Parce que après la phase terminologique, l'étudiant, ce qu'il veut, c'est poser ses pieds au niveau de l'entreprise pour travailler. Il devient un professionnel. Il a quitté le cap étudiant maintenant pour arriver au monde du professionnel. Mais si on fait le constat, les entreprises d'aujourd'hui sont plus ou moins réfractaires aux nouveaux venus, aux novices. Les entreprises d'aujourd'hui sont réfractaires aux novices. Je m'explique. Parce que ce sont les mêmes professeurs qui sont dans les universités, qui enseignent les étudiants, qui sont dans les mêmes entreprises. Donc, ils savent, eux, en âme et conscience, que ce qu'ils forment au niveau des universités ont des lacunes, ont des gaps qu'il va falloir combler avec le temps dans le terrain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous venez de sortir avec votre diplôme de technologie, quand vous venez de sortir avec votre diplôme d'ingénierie, au lieu de déposer dans une entreprise en tant qu'employé, vous déposez en tant que stagiaire. Là aussi, c'est un problème qu'il faut identifier. Parce que l'étudiant, on ne l'avait pas préparé à la base. Raison pour laquelle tout à l'heure, je vous parlais d'études par intermittence. Dans les 4 semaines du mois, l'étudiant doit être en mesure de faire 2 cours de théorie et 2 cours de pratique, à telle enseigne qu'avant la fin de sa carrière, avant la fin de son cursus, que l'étudiant puisse être opérationnel pour qu'après son diplôme, il ne perdra pas son temps à chercher des stages. Mais plutôt, les entreprises vont courir même derrière ces étudiants, derrière ces produits pour les intégrer dans leurs entreprises. Parce qu'ils seront conscients que le soft skills est déjà là. Cette compétence, elle est déjà là. Mais malencontreusement, les entreprises savent ce qui se passe dans les universités. Raison pour laquelle, quand vous venez, qu'est-ce qu'ils te proposent? Des stages. Souvent, ce sont des stages rémunérés. Souvent, ce sont des stages non rémunérés. Alors que le travail, comme je l'ai toujours dit, c'est l'État qui devrait faire l'encadrement. Mais la question, est-ce qu'il y a ici au Sénégal assez d'entreprises là pour proposer ce système aux universités sénégalaises? C'est que soit il n'y a pas d'assez d'entreprises, soit les universités arnaquent les étudiants. Pourquoi je dis les universités arnaquent les étudiants? Par exemple, moi, avant de venir à l'université Iba Der Thiam de Thiès, avant de tomber amoureux des UFR des sciences de l'ingénierie et de la choisir, j'ai cherché, j'ai tripatouillé partout dans les archives pour chercher qui est l'université Iba Der Thiam de Thiès, mais de façon décentralisée, qui est l'UFR sciences de l'ingénierie que je veux côtoyer. J'ai vu que dans son profil, que l'université Iba Der Thiam de Thiès est en rapport avec telle entreprise française, telle entreprise sénégalaise. Voilà ce que je veux dire. Parce que tout à l'heure, dans l'introduction, vous me disiez que dans la plateforme Campusen, on nous vend des Eldorado. Mais arrivé jusqu'à l'université, l'étudiant se décourage. Effectivement. Même dans les universités là, quand vous parlez dans le profil là, ils vous disent on est en relation avec telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. C'est-à-dire que les universités, elles vous vendent un Eldorado. Donc moi, je choisis l'UFR sciences de l'ingénierie parce qu'on est en relation avec. Toi, tu choisis l'Institut universitaire de technologie parce qu'elle est en relation avec, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais arrivé sur le terrain, la réalité en est autrement. Parce qu'il y a un étudiant qui choisit une UFR. Il y a un étudiant qui choisit une université parce que cette université est en relation avec les entreprises. En réalité, c'est comme ça que ça se passe. Dans toutes les universités, il y a ce qu'on appelle le service avec relation avec les entreprises. La DIR, direction, insertion, de relation avec les entreprises. Au niveau de l'université Iba Der Thiam de Thiès, le professeur Insa Ayou Correa, c'est lui qui manage cette direction. Mais il est le seul dans cette direction. Il est le seul dans cette direction. Mais des fois aussi, le problème aussi, ce sont les étudiants. Les étudiants ne partent pas vers l'information. Mais avant que les étudiants aussi partent vers l'information, il faut que aussi l'université aussi, à travers les amphis de rentrée, puisse exposer toutes les modalités, toutes les possibilités qu'il y en a. Vous dites à l'étudiant, arrivez dans ces stades, si vous vous heurtez à cette éventualité, allez-y, rencontrez le responsable de la DIR, le responsable de la direction de l'insertion et de recherche, et il va vous orienter. Cette direction, si elle existe, c'est parce que l'université est en parfaite collaboration avec ces entreprises. Maintenant, le travail que doit faire l'université, c'est cette possibilité, c'est cette fluidité entre le monde de la théorie et le monde aussi de la pratique. C'est-à-dire que l'étudiant, il doit avoir un pied au niveau de l'université, mais aussi il doit avoir un pied au niveau de l'entreprise. Pour que, avant la fin de sa carrière, avant la fin de son cursus, que l'étudiant puisse se heurter, ou bien l'étudiant puisse s'habituer à ce monde professionnel, à telle enseigne qu'il ne perdra pas de temps à faire des stages. Il entrera directement dans le monde du professionnel. Mais est-ce que c'est l'université qui doit aller à la rencontre de l'entreprise ou bien le contraire?
Si l'université a une part de responsabilité par rapport à ça. La part de responsabilité de l'université, c'est d'être en relation avec des entreprises. Parce qu'en fait, dans les paradigmes des universités, dans les missions des universités, de l'université, au-delà de donner la formation, il fait partie des missions des universités d'orienter, il fait partie même aux missions des universités de permettre à l'étudiant de s'insérer, c'est-à-dire de l'accompagner pour que l'étudiant s'insère dans le monde professionnel. Ça fait partie des missions de l'université, c'est de leur responsabilité. Maintenant, au-delà de la mission de l'université aussi, l'université ne peut pas aussi employer tout le monde. D'accord. Ça, là aussi, il faut qu'on soit clair là-dessus. L'université n'a pas les aptitudes d'employer tout le monde. Qui parle du contexte actuel, parle aussi d'un phénomène qui est très important, qui est l'entrepreneuriat. Est-ce que nos universités ne doivent pas avoir des centres d'incubation pour permettre aux étudiants-là de se préparer dans le monde de l'entrepreneuriat? Tout à fait. En fait, cela rejoint toujours les mêmes dirants. C'est-à-dire nos autorités, ils innovent, ils commencent, mais ils ne terminent jamais. Centre d'incubation. Au niveau de l'université Badara Diamé Thiès, il y a un incubateur. Ah bon? Il y a un incubateur chargé de recevoir tous les projets des étudiants. Mais je me rends compte que ce sont tout simplement des noms qui sont là. Absolument, c'est figurant d'une part. Mais là, je veux dire aussi que la responsabilité, elle est partagée. Parce que moi, en tant que représentant d'étudiants pour l'exercice de l'année académique 2022-2023, j'ai organisé plusieurs séances. J'ai invité des étudiants à venir découvrir. Mais là aussi, les étudiants, souvent, ils ont réfractaire par rapport à ce genre de choses. Parce que ils pensent que l'udul valider crédit, l'udul kay ligay, intéresse à Oulen. Alors qu'en réalité aussi, l'agenda se crée au niveau de l'université. J'ai l'habitude de le dire. Aux étudiants, à l'université, deux types d'étudiants se rencontrent. À l'université, plusieurs configurations d'étudiants se créent. Et j'ai l'habitude de le dire que dormir est un concours ouvert à tous. Dormir, c'est un concours ouvert à tous. Mais se réveiller est un test de sélection auquel beaucoup échouent. Dormir, il ne s'agit pas tout simplement de fermer ses yeux. Se réveiller aussi, il ne suffit pas tout simplement aussi d'ouvrir les yeux. Parce que c'est en dormant qu'on rêve. C'est ce que pensent beaucoup de choses. Mais j'ai récemment aussi tripatouillé un document qui dit que on ne peut pas rêver en dormant. Les rêves là, c'est quand on a les yeux ouverts là qu'on les réalise. Donc, vous voyez à l'université, arrivé à l'université, deux types d'étudiants vont se créer. L'étudiant qui accepte d'allier les études et les activités récréatives. Maintenant, faire un peu coup d'œil au monde de l'entrepreneuriat. Mais il y a l'étudiant qui pense que l'université se résume au pavillon, aux amphithéâtres. Au pavillon, aux amphithéâtres. C'est-à-dire l'étudiant, il se calfeutre lui-même. Alors que ça, c'est révolu. Ça, c'est révolu. L'étudiant se calfeutre lui-même dans sa routine. L'étudiant doit avoir les aptitudes de faire une bonne gestion du temps, à telle enseigne qu'il pourra allier les études et entrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle j'ai l'habitude toujours de leur dire et de leur répéter cette expression de Confucius qui disait « Life is a question of management of time ». La vie, c'est une question de management de temps. If you don't know how you manage your time, you are dead forever. Si vous ne savez pas comment gérer votre temps d'aujourd'hui, vous êtes mort pour de bon. Vous ne pouvez pas faire partie de ça. Parce qu'il y a beaucoup qui trouvent comme excuse que nous avons un quantum horaire exorbitant, mes cours triplent le rapport annuel de l'Assemblée nationale, on me les donne dans un espace de 3 mois, dans des salles. C'est-à-dire que l'étudiant essaie toujours d'avoir cette mentalité victimaire en trouvant des excuses. Non, je leur dis, vous pouvez ponctionner une partie de votre temps. Vous pouvez amputer une partie de votre temps, le consacrer au monde de l'entrepreneuriat. C'est ça qui va vous permettre de créer un agenda. C'est ça qui va vous permettre de créer un réseau. Parce que les entrepreneurs vous disent qu'un bon contact vaut plus qu'un master 2. Au-delà d'attendre ça des entreprises, au-delà d'attendre du job de l'université Badara Diamé Thiès, vous-même, vous pouvez créer un environnement propice pour que demain ou après-demain, vous n'allez pas courir derrière l'université, vous n'allez pas courir derrière l'État. L'incubateur, il est là à l'université. Il est en train de recevoir des projets. Il y a des propositions. Madame Toutou Diop, souvent, elles envoient des mails. Beaucoup d'étudiants vous disent que la dame, elle nous bombarde avec des mails. Mais parmi ces mails, il y a des offres d'emploi. Parmi ces mails, il y a des offres de formation. Parmi ces mails, il y a des concours qui permettent à l'étudiant de déposer des projets d'entrepreneuriat pour que si le projet est peut-être dans les conditions d'être reçu, que le projet soit reçu et qu'il soit proposé et financé pour que demain ou après-demain, l'étudiant puisse travailler dans ce domaine. Pour M. Mohamed Dia, la responsabilité est partagée entre l'étudiant et aussi entre
l'étudiant, l'État et les universités. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Par conséquent, les mots de la fin. Le mot de la fin, c'est de dire à tous les étudiants, je dis bien à tous les étudiants, de faire encore focus sur les priorités. Les priorités, c'est de bien se former. Parce que la formation implique l'information. Et un entrepreneur aussi avait l'habitude de dire, quand on s'informe, on se forme. Quand on se forme, on s'adapte. Pendant la formation, nous devrons essayer de s'adapter au contexte actuel. De ne pas tout attendre de l'État. Sinon, dañuy doon yaafus. On ne peut pas tout attendre de l'État. L'État lui-même ne peut pas tout faire. L'État ci boppam dafa am ay charges yoo xamante ni mënu ko mottali. Donc ñun ñooy teel a comprendre mais aussi di bañ a xeeb. Le problème de l'étudiant aujourd'hui c'est que je suis étudiant samay bët fi ma koy teg dafa sori. D'accord say bët fi nga koy teg dafa sori mais loolu dafa am une définition au vrai sens du terme. Maanaam bul xaar lépp ci état ne croisez pas les bras. Entrepreneuriat moo ngi fi. Mais l'entrepreneuriat nag du loo xamante ni da ngay dugg tey jël tey. Non. Quand on fait même l'étymologie de l'expression entrepreneuriat, certains pensent que c'est entrer et prendre. Non, vous n'entraînez pas et vous prendre doo dugg rek jël. C'est-à-dire que c'est tout un tas de processus. Tas de processus boo xamante ne ni dafa laaj de la patience. Tas de processus boo xamante ni dafa laaj de la persévérance. Tas de processus boo xamante ni dafa laaj maanaam nga jëmbat ko suuxat ko ba mu yegg fa mu war a yegg. Vous me permettrez, si le temps de permettre, de donner un exemple d'entrepreneuriat ou bien de coaching en développement personnel que les gens ont l'habitude de donner. L'allégorie du bambou chinois, c'est un arbre qui se trouve en Chine. L'arbre là, mën nga ko ji. Première année du sax. Deuxième année du sax. Troisième année du sax. Quatrième année du sax. Cinquième année du sax. Mais bu saxee ci cinquième année bi wala sixième année bi, il lui fait juste quelques mois pour mu dépasser benn garab bi nga xam ne jëmbatoon nga ko ci première année bi. À l'espace d'un mois, cet arbre peut grandir de 12 mètres. Maintenant, le pourquoi cet arbre a réussi à dépasser tous ces arbres-là, c'est parce qu'il a eu le temps d'implanter ses racines. Il a eu le temps d'implanter ses racines de telle sorte que tey, il a puisé assez de ressources pour que demain ou après-demain, pour réussir, ça fait un boom. Raison pour laquelle l'adage dit, les projets, on les fait en silence. L'allégorie du bambou chinois a fait ses projets en silence. Et c'est la réussite qui a s'occupé du bruit. Tous les grands entrepreneurs que vous entendez aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont eu à endurer d'une belle endurance. Ils ont eu à passer par toutes les étapes. Ils n'ont pas brûlé d'étapes. Donc, ne soyons pas trop pressés au vrai sens du terme. Donc, prenons le temps de nous construire. Prenons le temps de nous organiser. Prenons le temps de faire de nous des missiles souterrains pour que demain ou après-demain, quand on fait le boom, ça va faire des résultats énormes. Mais aussi, je vous félicite aussi pour l'émission que vous faites toujours, parce que vous donnez toujours la possibilité aux jeunes de s'exprimer, même si nous n'avons pas certaines aptitudes, même si nous n'avons pas certaines compétences, mais quand même on est en train d'essayer. Et l'adage dit, à force d'essayer, ça viendra, Inch'Allah Rabbi. Les anglophones disent, if you practice, maybe perfect. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous nous permettez de se forger pour que demain ou après-demain, ensemble aussi, nous devenons des forgerons. Là aussi, vous êtes en train de jouer un rôle extraordinaire, parce que ce sont ces jeunes d'aujourd'hui-là qui vont peut-être créer ou bien qui vont devenir l'élitisme de demain. Donc, si vous nous donnez cette possibilité de s'extérioriser, ça nous permettra nous aussi de nous manager pour que demain ou après-demain, que l'on puisse être au niveau des responsabilités. Il ne faut pas être attentiste, il faut prendre le temps, il ne faut pas être trop pressé. Ce sont les mots de M. Mohamed Dia. L'étudiant doit s'informer et se former davantage. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir. Ce fut un honneur et un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'ensemble des internautes qui nous suivent donc depuis la chaîne YouTube. À la prochaine. Let's go to work. Inch'Allah.